Je vous ai répondu. Non. Si. Je vais pas, pardon, je vais pas réinventer une autre réponse. Je pense que la Je vous question ai est répondu claire, sur le mais sujet et c'est pas la première la fois. réponse n'est pas claire. Pardon, c'est votre confrère, c'est Qu'est-ce que la France a à dire sur toutes ces procédures qui, les unes après les autres, privent de liberté Julian Assange? Rien. C'est-à-dire la France ne pense rien sur cette affaire. Elle n'a aucune vision à communiquer sur le sujet. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur un nouveau format qu'on teste pour la première fois avec Théma l'Info autour d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le mutisme du gouvernement français sur l'affaire Assange. Donc le concept, c'est que j'ai face à moi un écran où j'ai pris des notes et où je vais faire défiler de récents échanges entre des journalistes et la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, autour de l'affaire Assange. L'idée, ça va être de passer en revue un petit peu tous ces échanges et d'analyser les réponses ou non-réponses, à vous de voir, que la ministre a apportées aux journalistes qui l'ont interrogée. Voilà, le but, c'est aussi de prendre un petit peu de temps, finalement, pour analyser tout celui que la porte-parole du gouvernement a fait perdre aux journalistes qui sont venus l'interroger sur la question. Et je vais d'abord commencer par quelques précisions qui peuvent vous intéresser ou pas, à voir si vous voulez passer tout ça en accéléré, vous pouvez. Déjà, premièrement, je précise que je fais partie des journalistes qui ont interrogé la porte-parole du gouvernement sur le dossier Assange et que je suis venu en tout 2 fois à l'Élysée pour aborder ce sujet avec Madame Thévenot. Deuxième précision, je suis venu à chaque fois pour essayer de comprendre la position du gouvernement sur cette affaire et potentiellement pour essayer de nourrir une réflexion qui puisse la faire évoluer, puisque je ne m'en cache pas, je suis scandalisé que mon pays tourne le dos au journaliste le plus primé de notre époque et qui est privé de liberté depuis maintenant plus d'une décennie au sein du monde dit libre. Voilà, c'est ma démarche, elle est partagée par de nombreux confrères et par des instances représentatives de la profession qui souhaiteraient que la France puisse jouer un rôle dans cette affaire. Troisième précision, en amont de ces points presse auxquels j'ai participé, j'ai à chaque fois essayé de faire remonter le sujet que je voulais aborder et l'angle, les questions précises que je voulais poser. Parce qu'il faut savoir qu'avant chaque point presse, sur place, il y a l'équipe de Prisca Thévenot, donc de la porte-parole, qui rôde parmi les journalistes présents sur place et qui échangent un petit peu pour essayer de comprendre quel sujet on va aborder pendant la conférence de presse. Alors, ils nous écoutent et puis en même temps, ils pianotent sur leur téléphone. Je ne sais pas auprès de qui ils communiquent, mais j'imaginais que c'était dans le but de faciliter les échanges avec Prisca Thévenot pour le point presse. Force est de constater que sur certains sujets, ça ne fonctionne pas. Quatrième précision, il apparaît que depuis la toute première fois où je suis venu, j'ai été depuis retiré de la liste d'invitation au compte-rendu du Conseil des ministres. Alors, j'ai contacté le service presse à plusieurs reprises à ce sujet et je n'ai jamais reçu aucune explication. Le seul petit détail que j'ai eu de la part d'une responsable de ce service presse, c'est qu'à son niveau, elle ne pouvait pas m'en dire plus. Voilà, ça laisse la piste ouverte à toutes les thèses imaginables. En tout cas, j'ai la preuve de ces échanges téléphoniques, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, je pose ça là. Alors, quoi qu'il en soit, contrairement à d'autres confrères qui, eux, ont reçu carrément des refus d'accréditation à ce point presse, jusqu'à présent, même si je ne suis plus invité, j'arrive à chaque fois au dernier moment à obtenir une accréditation, soit en passant par le service presse, soit en passant par des confrères consoeurs, comme l'a conseillé d'ailleurs une responsable de ce service presse. Et là encore, j'ai la preuve de ces échanges. Ces précisions étant faites, on va analyser la dernière séquence en date, 21 mai 2024, affaire Assange, Myriam Laribi face à Prisca Thévenot. Bonjour, Myriam Laribi, journaliste Bonjour. indépendante. Le journaliste australien Julian Assange a obtenu hier en Grande-Bretagne le droit de faire appel de son extradition. La justice britannique demande aux États-Unis de lui garantir la liberté d'expression et donc la liberté de la presse. Est-ce que la France se réjouit de cette nouvelle ? La France n'a pas à se réjouir d'une décision de justice, la France a à respecter une décision de justice et une procédure en cours. Alors on va s'arrêter sur cette réponse où, selon l'appréciation de chacun sur cette non-réponse, puisque finalement on peut considérer que c'est une parade pour esquiver la question posée. Mais jusque-là, il n'y a rien de très choquant, c'est une non-réponse, on va dire, standard. On peut entendre que la porte-parole du gouvernement privilégie la non-ingérence de la France dans le temps judiciaire d'un autre pays. Cependant, puisque la porte-parole revendique cette position, on peut quand même s'interroger sur d'autres cas où typiquement la France n'hésite pas à se réjouir ou à s'affliger. On peut faire apparaître à l'écran quelques exemples pendant la présidence d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, on peut les lire ensemble. Donc, même si la France, selon Prisca Thévenot,
n'a pas à se réjouir de décisions de justice. On note qu'en février 2021, Emmanuel Macron se réjouit de la libération de la féministe saoudienne Loujain Al-Hathloul. Voilà, on peut voir dans un autre article de France 24 que le président français s'était déjà exprimé sur cette affaire, puisqu'il avait appelé quelques années plus tôt à la libération de cette militante. En 2020, on apprenait dans les colonnes du magazine Le Point que Macron avait joué un rôle clé dans la libération d'un opposant politique au Cameroun. On peut lire qu'il a été libéré parce qu'on a mis la pression, comme s'était félicité le président français à l'époque, cité par Le Point. En 2020 toujours, quand l'Élysée s'apprêtait à recevoir la militante pakistanaise Asia Bibi, qui venait de passer 8 ans en prison dans son pays, on apprenait aussi par voie de presse que la France était mobilisée depuis des années pour sa libération. Je passe volontairement sur d'autres cas où l'exécutif entretient parfois des relations conflictuelles avec d'autres pays. Là encore, il y a beaucoup plus d'exemples qui montrent que le pouvoir macroniste sait se montrer encore plus ouvertement virulent sur telle ou telle dénonciation de tel ou tel emprisonnement arbitraire, quitte à organiser des campagnes de communication d'ampleur dans ce sens. Vous estimez que la Grande-Bretagne est un État de droit. Est-ce que l'État de droit est toujours garanti pour Julian Assange, selon vous, étant donné qu'il purge une peine de prison depuis 5 ans? Il ne purge aucune peine de prison depuis 5 ans. Il est détenu en Grande-Bretagne depuis 5 ans sans aucune condamnation. Est-ce que vous pensez que l'État de droit est toujours garanti pour lui en Grande-Bretagne? Je vous ai répondu. Non. Merci Myriam. Non, Prisca, vous n'avez pas répondu à la journaliste qui vient de vous poser une deuxième question. Est-ce que la France considère que l'état de droit est garanti pour Julian Assange en Grande-Bretagne? Alors Myriam s'est reprise quand elle formule sa question, mais elle rappelle bien à son interlocutrice que Julian Assange est emprisonné dans un pays où il n'a à ce jour aucune peine à purger. Et la question prend tout son sens dans ce dossier, puisqu'aujourd'hui, personne ne remet plus en cause le fait qu'il y a une dimension politique dans cette affaire, et qu'en raison de cette dimension politique, un journaliste est depuis plus de 5 ans derrière les barreaux d'une prison où il n'a aucune peine à purger. Et on rappelle que la notion d'état de droit comprend l'indépendance du pouvoir judiciaire, notamment vis-à-vis du pouvoir exécutif, et donc des enjeux politiques. Donc en tout cas, pas de réponse pour le moment de Prisca. Non, ce n'est pas la réponse à ma question. Je vous demande, est-ce que vous considérez que l'état de droit est toujours garanti pour quelqu'un qui est en prison depuis 5 ans sans aucune condamnation? Nous respectons les décisions prises par la justice et les procédures en cours. Alors, toujours pas de réponse de la part de Prisca. On voit pourtant la relance à travers une reformulation très claire de la journaliste. Alors, on sent un petit agacement palpable du côté de Madame Thévenot. Là, elle ferme les yeux, peut-être pour inviter son interlocutrice à fermer la bouche. Je ne sais pas, ça relève d'interprétations que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce que pour celles et ceux qui le suivent, qui le connaissent, vous pourriez demander à Fabien Olicard, qui justement est spécialiste de ce type d'analyse, de nous aider là-dessus. Fabien, si tu vois cette vidéo, un autre Fabien a besoin de ton aide, merci. Est-ce qu'en France, ça serait de la même chose? Est-ce qu'on emprisonnerait un journaliste qui n'a rien fait, qui n'a tué personne, pendant 5 ans, sans condamnation? Alors là, il y a une autre question. Juste, je vois le clignement des yeux là qui s'accélère. Vraiment, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste. Si quelqu'un peut lui faire remonter, je vous en supplie. Tu sais, on dirait un robot qui scanne quelque chose devant lui, là, mais loin de moi l'idée de déshumaniser Prisca, notre cher porte-parole du gouvernement. Donc, s'il vous plaît, la communauté, aidez-nous à trouver un spécialiste pour comprendre ces mimiques. Il n'y a pas de réponse dans votre question, j'ai plus l'impression qu'il y a autre chose qu'une question. Alors là, par contre, sur le fond, il n'y a pas de réponse dans votre question. Ben non, il n'y a pas de réponse dans cette question. Je suis bien d'accord avec vous, Prisca, mais justement, votre interlocutrice attend une réponse. Et d'ailleurs, c'est peut-être même le but d'une question, non? Alors, juste après, elle suggère qu'en fait, la question de Myriam ne serait même pas une question. Mais alors, dans ce cas-là, vous veniez de dire que c'était une question. On a un niveau d'embrouille sur lequel je ne veux pas trop m'avancer. Je crois que pour le coup, la personne la plus appropriée serait le collègue Clément Viktorovitch. J'espère qu'il pourra nous aider. Je pense que je vous ai répondu sur le sujet, c'est pas la première fois. La réponse n'est pas claire. Oui, et merci Prisca. En effet, c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous ne répondez pas. On peut du coup revenir aux autres réponses et non-réponses de votre part sur le même sujet. Donc on va faire dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. On va commencer par le 14 février dernier.
où je me suis rendu sur place. Je voudrais aborder une actualité internationale en évoquant le cas de Julian Assange. Alors je passe en accéléré le début de mon intervention. En fait, à ce moment, je fais un récap de l'affaire qui m'apparaît important de résumer avant de poser ma question. J'évoque aussi la procédure en cours qui depuis a évolué, donc je vous passe les embrouilles et les détails à ce sujet. Pour ceux qui ont déjà vu l'échange sans coupure, je reconnais volontiers que mon intervention était trop longue. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la toute première fois que j'interpelle la ministre sur place. Je ne suis pas spécialement habitué à l'exercice et avec du recul, je pouvais évidemment raccourcir. Donc venons-en directement à ma première question qui prend un peu de temps, mais on y arrive. Peut-on espérer de la France qu'elle s'engage d'une façon ou d'une autre afin d'éviter à Julian Assange d'être extradé vers les États-Unis, en d'autres termes, afin d'éviter à un journaliste d'être emprisonné à vie? Je n'ai pas d'informations particulières à l'endroit de ce dossier, mais je prends le sujet et je vous réponds très rapidement. Bon, ennui manifeste sur le visage de mon interlocutrice. Alors avec quelques mois de retard, je m'excuse de ne pas avoir été assez concis ce jour-là, mais malgré tout, moment historique. Parce que c'est la première fois que visiblement la ministre entend parler de l'affaire, et en plus, elle m'invite à revenir la solliciter sur l'affaire en m'expliquant qu'elle va se renseigner de son côté. Donc en fait, pour l'instant, j'ai envie de dire super. Évidemment, on pourrait quand même s'interroger quand elle dit n'avoir aucun élément sur le dossier. Elle pousse le bouchon un peu trop loin. Très vite, il y a quelques éléments en vrac selon lesquels on peut se dire que Madame Thévenot devrait quand même avoir quelques infos sur l'affaire. Déjà, il faut savoir que son collègue Dupond-Moretti, juste avant d'entrer au gouvernement, a été l'avocat de Julian Assange. Et alors là, il faut que vous alliez l'écouter. Vraiment, jusqu'à sa prise de fonction, il était déterminé à rencontrer Emmanuel Macron pour demander l'asile pour Assange. C'était vraiment le dossier à faire remonter au plus haut. Bon, il n'a peut-être pas eu le temps. Après, c'est vrai, on ne va pas demander au ministre de la Justice de faire une confusion entre son passé d'avocat et ses responsabilités actuelles. Mais on note que ce n'est pas une affaire comme les autres quand même. C'est un cas qui souhaitait plaider auprès du président de la République, en tout cas ce qu'il disait publiquement à l'époque. Autre élément un peu troublant sur la non-connaissance de l'affaire par Madame Thévenot, elle était quand même à l'époque députée quand son groupe parlementaire s'est opposé à une résolution favorable à Julian Assange qui a été du coup retoquée à l'Assemblée nationale. Bon, et puis un petit troisième pour la route, Julian Assange a quand même demandé publiquement l'asile à la France, c'était à l'époque de François Hollande. Donc bon, on peut ne pas avoir connaissance de tout ça, mais c'était quand même des choses assez publiques. Alors, pour plus de détails sur tout ça, petite auto-promo, je vous invite à aller consulter mon article qui est toujours en ligne sur le site Off Investigation. En tout cas, Prisca Thévenot, à ce moment, n'a apparemment pas de connaissances sur le dossier. Alors là, j'accélère un petit peu encore une fois avant de poser ma deuxième question. En fait, là, je vais avancer des arguments qui, selon moi, suggèrent que notre pays est légitime à soutenir la cause d'un journaliste enfermé. Et comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, en allant interpeller le gouvernement, j'essaie de participer à une réflexion pour faire évoluer sa position sur le dossier. C'est pas parce qu'on va offrir l'asile que tout va changer du jour au lendemain pour Julian Assange. En revanche, ça pourrait avoir un retentissement puissant à travers le monde que la France prenne position sur ce sujet. Est-ce que peut-être il y a des raisons qui pourraient empêcher cette prise de position? Je viens de vous répondre juste avant. Je vais pas, pardon, je ne vais pas réinventer une autre réponse. Je prends bien évidemment le sujet que vous m'adressez, la question que vous m'adressez, et je reviens vers vous. Merci. Merci à vous. Ok, en ce qui me concerne, je ne vais pas me répéter, je viens d'expliquer ma démarche. Quant à Prisca, elle ne veut pas réinventer une autre réponse. Alors, même si ma deuxième question est différente de la première, en fait, finalement, vu qu'elle vient de me dire qu'elle n'a aucune information sur le dossier, à ce stade, je peux que m'en remettre à sa bonne volonté de se renseigner dessus et puis à son engagement de m'apporter des réponses à mes deux questions la prochaine fois. Il se trouve que la semaine d'après, moi, j'étais à Londres, précisément pour assister à des audiences sur l'affaire. Donc c'est un autre confrère qui, au point de presse suivant, relance la ministre sur le sujet. Et il s'agit de Jamil Shamli, que je vous propose d'écouter maintenant. Alors je me permets là aussi d'abréger un petit peu la présentation de mon confrère pour aller directement à sa question, puisque comme on vient de l'entendre, Prisca Thévenot s'est engagée la semaine passée à fournir une réponse sur le sujet.
comme lui rappelle Jemil. Vous avez noté la question, donc je vous la repose aujourd'hui. Assange risque l'extradition vers les USA, où il pourrait être condamné, vous le savez comme tout le monde, à 150 ans de prison. Il se bat aujourd'hui même pour obtenir un appel lors d'une audience qui se tient à ce moment même. Voilà. Non, je n'ai pas encore tout dit, je n'ai pas terminé ma phrase. L'actuel rédacteur en chef de Wikileaks a déclaré hier, je cite, en parlant de la France pourrait se faire entendre. Si vous ne vous exprimez pas, donc il parle de la France maintenant, vous entrerez dans l'histoire comme étant du mauvais côté de l'histoire. Fin de citation. Que compte faire du coup la France pour être, selon lui, du bon côté de l'histoire? Vous êtes sûr qu'on va dire que la France est du mauvais côté de l'histoire aujourd'hui? Je reprends les propos. Pardon, votre confrère, c'est Fabien Rebs. Fabien Rebs. Jemil, vous êtes sûr? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donnez-moi le nom de votre confrère. Alors là, on assiste à un petit coup de pression à travers lequel Prisca Thévenot fait plusieurs choses en fait. Déjà, elle instaure un froid, quelque chose de très solennel, genre attention à ce que vous êtes en train de dire. En même temps, elle essaie de renverser la situation, puisque c'est elle finalement qui pose aux journalistes la question qui lui posait à la base. Vous pensez que la France est du mauvais côté? Elle lui demande ça. En fait, Prisca, c'est la question qui vous est posée. À travers une citation du rédacteur en chef de Wikileaks qui vous est rapportée par Jemil. Et puis elle instaure une confusion, volontaire ou pas, autour de l'auteur de la citation que Jemil vient de lui rapporter, ce que d'ailleurs il va lui préciser tout de suite. Mais ces propos-là, c'est pas ce propos à lui. Hein. Là, le mauvais côté de l'histoire, c'est l'actuel dirigeant, rédacteur en chef de Wikileaks. D'accord. Simplement dire que vous l'avez dit dans votre propos et dans la question que vous me rapportez de la part de votre confrère qui n'est pas là. Autant comme je peux m'auto-charrier sur le fait que j'ai fait une présentation trop longue de l'affaire lors de ma première intervention, autant comme là, on est d'accord que cette phrase ne sert strictement à rien, si ce n'est à lui donner du temps peut-être pour se souvenir de la réponse qu'elle est désormais censée avoir sur le dossier. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et donc, nous devons laisser cette procédure judiciaire se faire comme toutes les autres procédures judiciaires. Mais Prisca, vous avez eu une semaine pour trouver quelques mots à dire sur le fait que le journaliste le plus primé de notre époque est enfermé dans un pays où il n'a aucune peine à purger. Vous êtes engagé à nous donner la position du gouvernement français à ce sujet, et là, le néant finalement. Procédure judiciaire, circulée, il n'y a rien à voir. Franchement, pas très cool, surtout qu'on l'a vu en début de vidéo, la France n'hésite pas à commenter d'autres procédures en cours. Donc franchement, assez décevant jusqu'à présent. Point. Sur le cas général de M. Assange. Mais je viens de vous le répondre. Ce sourire plein de bienveillance et de sympathie pour son interlocuteur. Adorable. Donc pour vous, M. Assange qui a révélé des informations cruciales, notamment, on le rappelle, entre autres, sur la guerre en Irak, les crimes de guerre commis par les USA, mais aussi 3 présidents français qui ont été mis sous écoute par les renseignements états-uniens. Tout cela, ça ne rentre pas dans une grille de lecture pour avoir un avis? La seule grille de lecture à avoir, excusez-moi. Alors là, le sourire a disparu, il commence à faire un peu plus froid dans la salle. Dans un état de droit, c'est de respecter le temps judiciaire. Et le temps judiciaire est en cours. Et donc, si l'extradition se fait... Laissons le temps judiciaire se faire. Admettons, non, il n'y a pas de si. Je pense qu'il est important de laisser le temps judiciaire se faire. Ok, retour à un climat tempéré. Pour le coup, réponse ou non réponse, à vous de juger. En tout cas, la position du gouvernement est claire, c'est de ne pas commenter une affaire en cours, en tout cas cette affaire. Déjà, encore une fois, c'est un principe qui vraiment est sujet à une géométrie variable, finalement, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et puis, c'est joliment résumé par le respect du temps judiciaire, mais après, chacun de se faire une propre idée sur la pertinence d'une telle formule, au regard de la situation de Julian Assange, qui est privé de liberté depuis, encore une fois, je le répète, je radote beaucoup, mais depuis plus d'une décennie. Qui plus est, depuis 2019, dans une prison de haute sécurité, où là encore, a priori, il n'a rien à faire ici. Il est entouré de criminels, ce qu'il n'est pas. Voilà, donc on peut se demander si Prisca Thévenot aurait le même discours face à la femme et aux enfants du journaliste dont on parle, qui est emprisonné justement en raison de son travail journalistique. Je ne sais pas.
peux poser quand même ma question. Allez-y. Donc si l'extradition se fait, est actée, alors que nous savons, et ça a été rappelé hier dans la Cour, que des projets d'assassinat de M. Assange avaient été 11 sources l'attestent, des renseignements états-uniens avaient projeté l'assassinat de M. Assange. Si l'extradition se fait demain, est-ce que vous confirmez là maintenant que la France regardera sans rien faire? Je vous confirme qu'encore une fois, je veux bien entendre que le temps judiciaire peut-être être long, mais il est à respecter. Il est à respecter, d'autant plus dans un état de droit. Clairement, Djemil pose une nouvelle question en apportant un élément très pertinent dans sa relance, puisqu'il met en avant qu'Assange a été visé par des plans d'assassinat qui ont été fomentés par le pays qui demande aujourd'hui son extradition. Mais là, stratégie d'évitement, la porte-parole du gouvernement refuse de répondre à cette question. Quant à l'état de droit auquel elle fait référence, là encore, on peut se poser la question d'un état de droit où la dimension politique d'une affaire empiète finalement sur le pouvoir judiciaire, puisque le résultat, c'est l'enfermement d'un journaliste dont le travail est reconnu partout dans le monde. Merci. Les faits, rien que les faits. D'accord, merci. Merci à vous. Bon, sur ce sourire intense, on va passer à la séquence suivante. 6 mars 2024, contexte, il y a eu des nouvelles réactions à l'international sur le calvaire que traverse Julian Assange, dont une du chancelier allemand Olaf Scholz. Du coup, je pense que ça peut être un des éléments qui potentiellement remonte aux oreilles de l'exécutif français. Du coup, Robolote, je pars à l'Élysée pour interroger Prisca Thévenot sur la question. Est-ce que ce sont là des éléments de nature à encourager la France à apporter son soutien à Julian Assange? Si oui, en quelle mesure? Et sinon, pourquoi? Je rappelle que Julian Assange est emprisonné depuis bientôt 5 ans au Royaume-Uni où il ne purge aucune peine et qu'on attend en ce moment de savoir s'il va pouvoir faire appel ou pas contre son extradition. Merci beaucoup pour votre question. Et effectivement, vous l'avez très justement dit dans votre conclusion de propos, nous attendons une décision de justice. La justice est en cours et nous nous remettons aux conclusions de la décision de justice. Ok, donc là, ma première question est balayée. Sur la forme, elle n'y répond pas, elle esquive en me parlant de décision de justice en attente. Sur le fond, finalement, elle me répond quand même parce qu'elle me dit en gros que non, les éléments que moi j'étais venu lui apporter ne changent rien à la position française sur le sujet. Et quelle est cette position finalement? Refuser de dénoncer la persécution de Julian Assange. Alors on va aller un peu plus loin parce que justement je m'attendais à cette réponse et du coup je veux confronter mon interlocutrice à des cas où justement la France, même sous Emmanuel Macron, a commenté des emprisonnements, on va dire politiquement motivés. Vous dites que la France ne commente pas avant qu'il y ait une décision de justice. Or, dans les faits, c'est factuellement faux. Ça arrive que la France commande avant qu'il y ait une décision de justice. Et du coup, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Paris de le faire? Quelles sont les raisons qui empêchent la France de s'exprimer sur cette affaire? Elle a pu le faire, j'ai trouvé des exemples depuis notre dernier échange. Pourquoi elle ne le fait pas dans l'affaire Assange? Nous attendons les conclusions de la justice sur ce point. Alors là, quand même si encore une fois je prends le temps pour la poser, ma question me paraît claire. Pourquoi dans certains cas la France commente et pourquoi dans certains cas elle ne commente pas, comme dans l'affaire Assange? Elle aurait pu me répondre que selon le contexte, selon les situations, il peut y avoir des raisons qui expliquent telle ou telle position, mais là vous voyez, elle cherche même pas, elle refuse juste de me répondre. La réponse ne change pas. Vous avez parlé aussi du temps judiciaire. C'est une affaire qui s'étale sur maintenant bientôt 15 ans, plus d'une décennie. Comment la France interprète ce temps judiciaire finalement? Qui n'est pas notre temps judiciaire à nous. Comme vous le dites très précisément, il ne s'agit pas d'un temps judiciaire français. Qui n'est pas notre temps judiciaire à nous. Et en fait, mais c'est incroyable cette langue de bois, du coup, avec laquelle elle coupe mon raisonnement, qui, pour le coup, est honnête, sincère. Je cherche à comprendre comment la France se positionne vis-à-vis d'un pays qui prive de liberté un journaliste depuis plus d'une décennie, avec les conséquences que ça a sur sa vie personnelle. J'essaie de mettre en avant le côté interminable de ce calvaire. Ma question est claire finalement, c'est qu'est-ce que la France a à dire sur toutes ces procédures qui, les unes après les autres, privent de liberté Julian Assange? La réponse, il n'y en a pas textuellement, mais en fait, on doit comprendre rien. C'est-à-dire la France ne pense rien sur cette affaire. Et il n'est pas question de venir commenter ou de venir bousculer un temps judiciaire dans notre pays. Mais on l'a fait dans d'autres cas sous la présidence d'Emmanuel Macron. On l'a fait sur une affaire que j'ai retrouvée au Cameroun, sur une affaire que j'ai retrouvée en Arabie Saoudite, où Emmanuel Macron en personne a
a interpellé les autorités des deux pays que je viens de vous citer pour appeler à la libération. D'une part, il y avait une militante saoudienne des droits de la femme, et d'autre part, c'est le cas de Maurice Kamto, un homme politique camerounais, où Emmanuel Macron est intervenu avant qu'il y ait une condamnation. Pour justement, et dans un des deux cas, les pressions internationales ont participé à la libération de la personne en question. Pourquoi on ne le fait pas pour l'affaire Julian Assange? Je vous ai répondu. Bon, là, je lui expose 2 des cas que j'ai évoqués en début de vidéo. Franchement, j'ai pris le temps de chercher des affaires qui, en certains points, quand elles se sont déroulées, comportaient des similarités avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'affaire Assange. Et en fait, là, elle refuse de me répondre. Là, il n'y a même plus d'effort pour broder quelque chose d'intelligible. Je vous ai répondu. Non, vous ne m'avez pas répondu. Mais alors, pourquoi, dans ce cas-là, il y a des affaires où on le fait? Je vous ai vraiment répondu. La position de la France est celle que je vous ai donnée il y a maintenant 3 semaines et que je vous réitère aujourd'hui. Donc, conclusion, encore une fois, la France revendique avoir une politique à géométrie variable en matière d'atteinte aux libertés fondamentales, puisqu'elle n'a rien à dire, strictement vraiment rien à dire, sur l'emprisonnement arbitraire d'un journaliste reconnu mondialement. Alors là, petite insistance de mon côté, mais là, la réponse est explicite. Le pouvoir macroniste se fiche complètement du sort d'un journaliste qui est emprisonné dans un pays voisin où il n'a aucune peine à purger. Je sais que je radote, mais c'est ça la situation à laquelle on fait face. Est-ce que, selon vous, le Royaume-Uni, au vu de l'affaire Assange, dans le cadre de l'affaire Assange, respecte les critères d'un État de droit? Je suis porte-parole du gouvernement français. Je suis la porte-parole du gouvernement français. Ok, donc selon Prisca Thévenot, la France ne commente jamais la politique, les affaires intérieures d'un autre pays, encore moins ce qui concerne le respect de l'état de droit. Si vous aviez ça en tête, détrompez-vous, franchement vous étiez vraiment à côté de la plaque. La France de Prisca Thévenot n'oserait jamais exprimer ses préoccupations sur tel ou tel sujet dans tel ou tel pays, non, ça, vraiment jamais. La France de Prisca Thévenot, soyez-en sûrs, n'appellerait jamais des pays voisins à se conformer à tel ou tel critère. Rien que le fait d'envisager ça, c'est limite complotiste. Hein. Bref, pour ce qui concerne ma dernière question, j'ai tenté de la reformuler. Peut-être que, sait-on jamais... Est-ce que la France considère que le Royaume-Uni respecte les critères La France respecte d'un État de droit dans le cadre de l'affaire Assange en emprisonnant un journaliste qui ne purge aucune peine dans ce pays-là et en le retenant depuis maintenant 5 ans dans une prison de haute sécurité? La France respecte l'état de droit que vous venez de citer. Comment dire? Alors que ma question c'est, est-ce que la France considère que l'état de droit est respecté en Grande-Bretagne dans le cadre de l'affaire Assange? Elle me répond, la France respecte l'état de droit que vous venez de citer. Je sais pas. Là, franchement, Clément Viktorovitch, au secours, s'il te plaît. Genre, si vous lui demandez si elle pense que les plats sont bons dans un restaurant en bas de chez elle, Prisca Thévenot, elle serait capable de vous dire qu'elle respecte les assiettes du restaurant que vous venez de citer. Dans d'autres cas, elle intervient, mais là, elle n'intervient pas. Je vous ai répondu, ouais. Je vous laisse... Merci. Merci à vous. Alors clairement, à titre personnel, sur la forme, j'admire toutes ces compétences de langue de bois, d'esquive, de contorsion. Après, sur le fond, c'est très frustrant d'avoir le sentiment d'avoir une personne en fait en face de vous qui utilise tous ces recours simplement parce qu'elle n'a aucune vision à communiquer sur le sujet. Je le redis, les 2 fois où je suis venu à l'Élysée pour poser mes questions sur cette affaire, j'ai essayé de soumettre mon sujet en avance. J'avais aucunement l'intention d'avoir un échange malaisant. D'ailleurs, sur le moment, je trouve ça vraiment désagréable et puis ça fait perdre du temps à tout le monde en fait. Donc en ce qui me concerne, ça m'a fait perdre 2 matinées. Les internautes qui visionnent, je pense qu'ils ont aussi l'impression de n'avoir aucune réponse qui est apportée. Et puis les équipes de Prisca Thévenot, finalement, j'imagine que c'est aussi de la perte de temps de recevoir des gens à qui on ne va pas répondre.